Gilles, conseiller en PV de CE. Je vous souhaite la bienvenue sur cette conférence organisée par Motec, spécialiste de la rédaction du PV de CE. Et cette conférence vous est présentée par Maître Atia Ruben. Elle porte sur le thème de la possibilité de réunir le CE en visioconférence. Je laisse la parole à présent à Maître Atia Ruben. Bonjour et bienvenue dans cette conférence. Le thème est donc l'organisation des réunions de CE en visioconférence. Est-ce possible? Pas possible? Dans quelle mesure? Vous avez certainement entendu parler des avantages de la visioconférence ou vous l'utilisez peut-être pour diverses réunions au sein de votre entreprise. Cette technique est maintenant fiable et pour ceux qui en ont l'habitude d'ailleurs, se réunir de façon qu'on va qualifier au long de cette conférence de virtuelle dans le cadre d'une visioconférence ou se réunir de façon qu'on va qualifier cette fois-ci de classique dans une même pièce ne présente aucune différence. Cela revient exactement au même. Appliquée aux réunions d'entreprise, et c'est là que c'est particulièrement tentant, cette technique présente de nombreux avantages. Avantage d'abord pour l'entreprise, bien sûr, lorsqu'elle doit réunir des participants venant des quatre coins de la France. La visioconférence permet alors de réaliser des économies importantes, des économies premièrement sur les frais de déplacement, deuxièmement sur éventuellement les frais d'hébergement quand c'est nécessaire, et cela arrive quand même relativement souvent, mais aussi sur le temps de trajet payé au salarié qui sera donc payé à travailler et pas à être dans sa voiture par exemple. La visioconférence présente aussi des avantages pour les participants. Alors les avantages, c'est un gain de temps évident, de la fatigue liée au temps de trajet qui sera ainsi évité, mais aussi pour certains, la possibilité de se rendre à une réunion à laquelle ils n'auraient peut-être pas pu participer pour des raisons professionnelles ou personnelles. On ne peut pas toujours, pour des raisons notamment familiales, s'absenter depuis la veille au soir pour ensuite rentrer le lendemain tard pour une réunion de comité d'entreprise. Dans ces cas-là, on préfère s'abstenir et on ne va pas à la réunion. Enfin, et ça mérite quand même d'être souligné, la visioconférence permet aussi des économies d'énergie puisque elle permet ainsi d'éviter des déplacements polluants. Pourtant, et bien qu'il y ait beaucoup d'avantages, certains y voient beaucoup d'inconvénients et ils sont très hostiles. Certains syndicats ont fait valoir, et là je reprends le jeu de mots qui est intéressant, que l'écran fait écran aux réactions émotionnelles, que l'attitude des participants n'est pas la même, que leur réactivité est modifiée, que la compréhension et l'assimilation des informations est différente. En résumé pour eux, les conditions d'un dialogue social sont moins favorables et la visioconférence ne permet pas de se réunir dans les mêmes conditions que dans une réunion classique. Se pose aussi, et c'est ce qui les inquiète, le problème de la concertation. Par exemple, entre membres élus d'une même liste électorale, avant d'exprimer une opinion ou de participer à un vote, parfois un simple regard suffit pour savoir si on va être d'accord, pas d'accord, et ce qu'on va dire ou ne pas dire. Et évidemment, quand on n'est pas dans la même pièce, c'est plus compliqué. Alors, que disent les textes? Eh bien, rien, et c'est justement le problème. Le Code du travail impose des réunions avec une périodicité bien définie, que ce soit pour le comité d'entreprise, pour le comité central d'entreprise ou même pour le comité de groupe. Mais il ne dit rien sur la visioconférence, ni pour l'interdire, ni non plus pour l'autoriser. D'autres textes pourtant prévoient la visioconférence, comme par exemple le Code de commerce, qui autorise la tenue de réunions de conseil d'administration par visioconférence dans les sociétés anonymes. Alors, faut-il en déduire que puisque le Code du travail ne le prévoit pas, c'est que c'est interdit, ou bien à l'inverse, que tout ce qui n'est pas interdit est permis? La réunion par visioconférence tient-elle lieu de, entre guillemets, réunion au sens du Code du travail? Alors, dans le silence des textes, que dit la jurisprudence? C'est précisément ce qui nous amène à notre conférence aujourd'hui, puisque nous avons deux jurisprudences relativement récentes pour l'une et très récentes pour l'autre qui ont été rendues. La première décision a été rendue par le Conseil d'État le 9 septembre 2010. Dans cet arrêt, le Conseil d'État a validé le principe d'un vote à bulletin secret concernant le licenciement d'un salarié protégé, alors que la réunion se tenait par visioconférence. Et nous avons un deuxième arrêt que nous allons commenter, un arrêt plus récent, rendu le 26 octobre 2011, qui valide pour la première fois le procédé, mais en posant quand même certaines limites que nous allons étudier. Commençons par cet arrêt de la Cour de cassation. Il s'agissait d'une société qui prend l'initiative en octobre 2007, donc comme quoi ce procédé a quand même été déjà utilisé depuis plusieurs années par certaines entreprises, d'organiser une réunion de comité central d'entreprise par visioconférence. Un syndicat conteste le procédé et demande l'annulation des décisions prises ce jour-là par le comité central d'entreprise.
Le syndicat soutenait plusieurs arguments au soutien de sa demande d'annulation. Il n'y en a qu'un qui nous intéresse, celui qui est relatif à la visioconférence et que nous allons commenter. Le syndicat est d'abord débouté par la Cour d'appel de Riom qui, dans un arrêt du 10 novembre 2009. Au soutien de sa décision, la Cour d'appel relève, et là je lis les invendus de la Cour d'appel, que si l'accord relatif à la mise en place du comité central d'entreprise ne prévoit pas le recours à la visioconférence, et si le principe de la tenue de la réunion suivant un tel procédé n'apparaît pas avoir été soumis à un vote, aucun des participants à la réunion ne s'y était opposé. La Cour d'appel souligne par ailleurs qu'il n'y avait pas eu de vote à bulletin secret et en conclut qu'il ne peut être utilement soutenu que l'utilisation de la visioconférence a porté atteinte au secret du vote, puisque selon elle, et elle le dit clairement, il n'existe aucune différence entre un vote à main levée par visioconférence et un vote à main levée pratiqué au cours d'une réunion tenue en un seul lieu. Donc le syndicat, évidemment, n'est pas content de cette décision de la Cour d'appel et se pourvoit en cassation. Il soutient d'abord que le comité d'entreprise se réunit dans un local mis à sa disposition par l'employeur et dans des conditions assurant le secret des délibérations. Donc c'est effectivement ce que le comité d'entreprise avait l'habitude de faire, mais soit supposons qu'on puisse faire autrement. Le syndicat soutenait par ailleurs que la Cour d'appel ne pouvait pas valider le vote constaté par visioconférence, alors que ce procédé n'avait pas été prévu, ni organisé dans le règlement intérieur, ou bien même n'avait pas fait l'objet d'un vote. La Cour de cassation ne suit pas l'argumentation du syndicat. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que l'utilisation de la visioconférence n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise, dans la mesure où, et là je vais lire in extenso ce que dit la Cour de cassation, parce que précisément ce sont des termes qu'il va falloir interpréter et qui sont sujets à interprétation. Donc la Cour de cassation nous dit pas d'irrégularité, dans la mesure où, premièrement, aucun des participants n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, et que deuxièmement, les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu'il n'a pas été procédé ce jour-là à un tel vote. C'est donc acquis maintenant. On a le droit de réunir le comité central d'entreprise en visioconférence, même si on ne l'a pas prévenu auparavant, dans la mesure où personne ne s'y oppose et qu'il n'y a pas de vote à bulletin secret envisagé ou émis. Ça, c'est clair, c'est sûr, c'est décidé par la Cour de cassation, à moins d'un revirement, mais qui m'étonnerait beaucoup. Dans ces conditions-là, on peut réunir le comité central d'entreprise par visioconférence. Alors, en l'espèce, la décision concernait un comité central d'entreprise, mais on peut raisonnablement penser, sans prendre trop de risques, que la même décision devrait s'appliquer pour le comité de groupe, le comité européen d'entreprise ou le simple comité d'entreprise qui se réunirait même dans le cas d'une réunion, dans le cas d'une délégation unique du personnel. Alors c'est vrai que ça n'a pas été jugé et qu'on s'avance toujours à dire des choses qui n'ont pas été jugées, qu'il y a toujours un aléa lié aux besoins de la justice. Ceci étant, il n'y a aucune raison objective pour que la Cour de cassation juge dans ce sens pour le comité central d'entreprise et dans un autre pour d'autres types de comités d'entreprise. Là où se posent plus de questions, en revanche, c'est sur les réserves émises par la Cour de cassation et qui peuvent être différemment interprétées. Quand la Cour de cassation retient qu'aucun des participants n'a formulé d'observation, ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut comprendre que l'opposition d'un seul participant aurait suffi pour imposer la tenue d'une réunion classique? C'est-à-dire, on est là, on est en réunion, on a organisé la réunion par visioconférence. Tout d'un coup, d'ailleurs, on ne sait pas trop à quel moment au début, pendant la réunion, quelqu'un dit, eh bien non, je ne veux plus de cette réunion de conférence par visioconférence ou bien je n'en veux pas. Et dans ces cas-là, il faut tout arrêter et reconvoquer le comité dans le cadre d'une réunion classique. Est-ce que c'est cela que l'opposition d'un seul participant voudrait dire? On notera d'ailleurs que la Cour de cassation emploie le terme de participant et pas celui d'élu, ce qui n'est pas pareil, et ce qui laisse penser que tout participant pourrait s'opposer au procédé, que ce soit un élu titulaire, un élu suppléant ou même un représentant syndical au comité d'entreprise. Ou bien, deuxième interprétation, est-ce qu'il faut comprendre que puisque tout le monde était d'accord et que ça ne semblait gêner personne, ce n'était pas la peine de procéder à un vote? Cette interprétation répondrait à la question du syndicat qui disait écoutez, ça ne va pas puisqu'on n'avait même pas procédé à un vote. Et alors là, cela amène encore une autre question. Dans ce cas, si c'est bien cela que ça veut dire, est-ce qu'un vote majoritaire en faveur de la visioconférence l'aurait emporté sur l'opposition d'un seul participant?
Vous voyez, nous avons deux interprétations possibles. Personnellement, je pencherais plutôt pour la dernière solution, à savoir que l'opposition d'un seul devrait mener à un vote et que la majorité l'emporterait. Mais les interprétations divergent. Dans le cadre des commentaires faits de cet arrêt, toutes les interprétations se valent. Et si on veut rester prudent, à partir de là, opposition d'un seul, il faut réunir le comité d'entreprise dans une réunion classique. Si on veut prendre un peu plus de risques, on fait un vote et on s'en tient à ce que décide la majorité. Quant à la deuxième condition, retenue par la Cour de cassation, elle était relative au vote à bulletin secret. La Cour de cassation nous dit il n'y a pas de problème, dans la mesure où il n'y avait pas eu de vote à bulletin secret envisagé ou émis lors de la réunion par visioconférence. Alors on peut en déduire qu'à contrario, s'il y avait eu vote à bulletin secret, la délibération prise au moyen de ce vote aurait été annulée. C'est une décision à contrario qui paraît logique et qui a été, dans certains commentaires, adoptée par plusieurs personnes. Ceci étant, ce n'est pas non plus une interprétation certaine. Certes, dans ce cas-là, il n'y avait pas de vote à bulletin secret, donc la Cour de cassation nous dit qu'il n'y a pas de problème, mais s'il y en avait eu un, on ne sait pas ce qu'elle aurait décidé. S'il y en avait eu un et que le vote s'était déroulé dans de très bonnes conditions en assurant le secret des délibérations sur chacun des sites où le vote était organisé, on ne sait pas ce que la Cour de cassation aurait décidé. On ne sait pas non plus d'ailleurs dans quel sens sa jurisprudence va évoluer. Et ce d'autant que le Conseil d'État a déjà jugé ce qu'il en était dans le cadre d'un vote à bulletin secret. Il a jugé dans un sens plus favorable à la visioconférence. Nous arrivons donc justement au commentaire de ce deuxième arrêt, qui est donc l'arrêt du Conseil d'État. Alors, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'un salarié titulaire de plusieurs mandats qui contestait son licenciement pour faute. Ce licenciement était intervenu après autorisation de l'inspecteur du travail, bien sûr, puisqu'il s'agissait d'un salarié protégé. Et donc, c'est précisément parce qu'il y avait autorisation de l'inspecteur du travail. Ceci explique que cette fois-ci, on se retrouve devant le Conseil d'État et pas devant la Cour de cassation, puisque quand il y a autorisation de l'inspecteur du travail, la contestation est portée devant le tribunal administratif, puis la Cour administrative d'appel, puis en dernier lieu le Conseil d'État, ce qui explique qu'on ait donc deux ordres de juridiction qui aient eu à statuer sur cette question. Donc, le salarié qui se plaignait de son licenciement obtient d'abord gain de cause devant le tribunal administratif, mais pas devant la Cour administrative d'appel de Marseille, ni le Conseil d'État. Donc là encore, on n'étudiera qu'un des deux motifs soulevés par le salarié, celui qui était relatif à la visioconférence. Visioconférence au cours de laquelle le comité d'entreprise avait émis un avis sur le licenciement, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, peu importe. Pour le Conseil d'État, le fait qu'il y ait eu avis par voie de visioconférence n'était pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Dans son arrêt, le Conseil d'État rappelle d'abord les textes applicables qui prévoient notamment déjà que le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du CHSCT et le salarié en question étaient titulaires des deux mandats. Donc le licenciement d'un délégué du personnel est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Et deuxièmement, je cite l'article R 2421-9 du Code du travail, que l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. Et c'est justement le caractère secret du scrutin qui posait problème dans cet arrêt. Le Conseil d'État rappelle ensuite que si les membres du comité d'entreprise s'étaient exprimés par visioconférence à partir de deux sites situés, alors en l'espèce, il y en avait un à Cavaillon où était le siège de la société et l'autre site était situé à Rouen. Le Conseil d'État retient qu'il n'était pas contesté que le vote concernant le licenciement s'était déroulé à bulletin secret simultanément sur les deux sites, et le mot simultanément est quand même important, donc il faut que chacun vote en même temps sur le licenciement, et cela suffit donc selon le Conseil d'État à valider la procédure. Il importe peu dans ces conditions, nous dit le Conseil d'État, que la secrétaire du comité d'entreprise, qui se trouvait à Cavaillon, donc là où était le siège de la société, ait eu connaissance du résultat du vote sur le site de Rouen avant proclamation du résultat du dépouillement d'ensemble, puisqu'il faut bien à un moment donné récolter l'ensemble des résultats. Cela ne représentait pas, pour le Conseil d'État, une méconnaissance du caractère secret du scrutin. Donc vous le voyez, le Conseil d'État va plus loin que la Cour de cassation, puisqu'il valide expressément la visioconférence, et même s'il y a un vote à bulletin secret, alors que pour la Cour de cassation, on a encore un gros point d'interrogation. Alors, quels enseignements faut-il tirer de ces deux arrêts? Maintenant qu'on sait que c'est autorisé, il n'y a plus de raison d'hésiter avant d'organiser une réunion par visioconférence, si, bien sûr, les circonstances s'y prêtent et si ça peut vous arranger.
Mais il faut quand même prendre certaines précautions si on suit les conditions posées par la Cour de cassation et le Conseil d'État dans les arrêts que nous venons de voir. Tout d'abord, c'est bien une visioconférence qu'il faut organiser. Visioconférence, c'est différent de téléconférence. Dans une visioconférence, on se voit, alors que dans une téléconférence, on ne fait que s'entendre. Donc, on sait que la visioconférence est admise. Pour la téléconférence, on n'en sait rien. Mais a priori, on peut penser que la jurisprudence ne l'admettra pas parce qu'en téléconférence, on imagine mal être en ce qu'on appelle une réunion cette fois-ci, puisqu'on ne se voit pas. Ensuite, il faut s'assurer que personne ne s'y oppose. Alors, on sait que l'accord peut être tacite s'il est unanime. C'était le cas qui était soumis à l'arrêt de la Cour de cassation que nous avons vu. Mais c'est encore mieux si l'accord est évidemment express. Et enfin, si l'on s'en tient à la seule jurisprudence de la Cour de cassation et à une interprétation a contrario de cet arrêt, il faut également s'assurer qu'il n'y aura pas de vote à bulletin secret. Alors la question se pose justement, est-ce qu'on sera souvent embêté par cette histoire de vote à bulletin secret? Est-ce qu'il y en a souvent ou pas souvent? En fait, non. Le Code du travail ne prévoit de vote à bulletin secret que dans 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est quand le comité d'entreprise rend un avis dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé. Mais nous avons vu que dans ce cas-là, s'il y a licenciement d'un salarié protégé, on passera par l'autorisation de l'inspecteur du travail et que s'il y a litige, il se terminera devant le Conseil d'État. Et nous avons vu également que le Conseil d'État admet le vote à bulletin secret dans le cadre d'une visioconférence. Donc, on peut penser que vous pouvez organiser une visioconférence pour prendre l'avis du comité d'entreprise, même s'il y a un vote à bulletin secret, lorsqu'il s'agit du licenciement d'un salarié protégé, en espérant toutefois que le Conseil d'État ne change pas d'avis et que les juges qui jugent avant eux suivent bien la jurisprudence du Conseil d'État. A priori, vu que les technologies évoluent, on imagine mal le Conseil d'État changer d'avis, surtout si le vote se déroule bien à bulletin secret dans des conditions optimales simultanément sur chacun des sites. Il faut quand même supposer dans ces conditions-là, je ne sais pas comment vous organisez vos conférences ou comment vous comptez les organiser, vos visioconférences, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de participants sur chacun des sites, parce que s'il n'y a qu'une ou deux personnes sur un site, évidemment là, il n'y aura plus du tout de caractère secret du vote. Il faut quand même que sur chacun des sites, il y ait un minimum de personnes qui votent simultanément et qui transmettent ensuite le résultat du vote au secrétaire qui fera part du résultat final. Il faudra quand même s'assurer également, même si le Conseil d'État n'a pas eu à trancher expressément sur ce point, que les participants à la réunion sont bien d'accord sur le principe d'une visioconférence. Deuxième hypothèse de vote à bulletin secret prévue par le Code du travail, c'est la nomination et le licenciement du médecin du travail, ce qui n'arrive quand même pas tous les jours. Donc là, par mesure de prudence, essayez plutôt d'organiser des réunions de façon classique, ce qui évitera quand même tout litige. Dans le reste des cas, normalement, le vote se déroule à main levée. Et là, on a vu que donc, la visioconférence était possible. Sauf, et là, je ne sais pas, c'est peut-être votre cas, si le règlement intérieur du comité d'entreprise ou bien si le comité d'entreprise décide dans une délibération que les votes se dérouleront à bulletin secret. Dans ces cas-là, évidemment, se pose la question de savoir si on peut le faire oui ou non par la voie de la visioconférence. Est-ce qu'on prend le risque suivant l'interprétation qu'on donne de la décision de la Cour de cassation, ou est-ce qu'on s'abstient et quand il y a vote à bulletin secret, on fait une réunion classique? Quoi qu'il en soit, en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation, à mon sens et pour l'instant, il vaut mieux éviter le vote à bulletin secret. Pour éviter les litiges et les mauvaises surprises, maintenant qu'on a vu ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, mon conseil est quand même de s'organiser à l'avance et de voir avec les élus ce qu'ils aimeraient bien faire ou pas faire. Le mieux est encore d'avoir leur accord de principe sur le principe de la visioconférence avant d'organiser la réunion. Alors cet accord peut être obtenu soit au cours d'une délibération spécifique sur le sujet pour une prochaine réunion de comité d'entreprise, délibération qui peut être renouvelée à chaque réunion ou au fur et à mesure quand vous estimez que la visioconférence peut être organisée, soit, et c'est mieux encore, prévoir le principe de la visioconférence dans le règlement intérieur du comité d'entreprise au moment de son adoption, ou bien si le règlement est déjà adopté, par voie de modification. Donc l'accord de principe, c'est bien, et c'est encore mieux de définir avec les membres du comité d'entreprise les conditions d'organisation des réunions.
Alors là, c'est tout à fait variable en fonction des besoins de chaque entreprise. On peut imaginer toutes sortes de clauses. On peut imaginer, par exemple, quand réellement tout le monde vient des quatre coins du pays, une organisation, ou bien quand des gens sont absents pour des très longues durées parce qu'ils sont en déplacement pendant longtemps. On peut organiser par principe dans le règlement intérieur des réunions en visioconférence en prévoyant éventuellement certaines exceptions, en prévoyant dans quelles conditions certaines personnes peuvent s'y opposer, en prévoyant comment revenir à des réunions dites classiques si certaines personnes veulent y revenir. On peut prévoir à l'inverse le principe de réunion classique et une visioconférence par voie de délibération quand le président ou quand la majorité des élus le demandent. Tout est possible en la matière. Alors, une fois que vous avez obtenu l'accord de principe des élus et que vous avez organisé votre visioconférence, il faut là encore prendre certaines précautions. Il faut s'assurer d'abord, évidemment, que seules les personnes convoquées sont dans la salle, en voyant bien qui est là et qui n'est pas là, et il faut s'assurer de la confidentialité des débats. Il faut aussi organiser les modalités du vote et des suspensions de séance. Alors là, il peut quand même être demandé plus de suspension de séance que d'habitude dans le cadre des réunions classiques, puisque justement, comme les élus ne se voient pas, ils ont peut-être besoin de se concerter plus souvent et ils vont peut-être demander plus souvent des suspensions de séance, sortir pour se téléphoner, pour se concerter. Et à ce moment-là, il faudra bien sûr leur accorder des suspensions de séance parce que ça leur permet quand même de se mettre d'accord sur une position commune. Il faut enfin faire en sorte que le procédé utilisé n'occasionne pas de difficultés dans la prise de notes ou l'enregistrement audio en vue de l'élaboration du procès-verbal du comité d'entreprise, puisque avec l'utilisation de ce procédé, il faudra quand même pouvoir bien identifier la personne qui parle et également entendre parfaitement ce qu'elle dit. Donc, je vous l'ai dit, s'organiser à l'avance me semble la meilleure des précautions pour éviter les litiges. Je me dois quand même d'émettre une petite réserve qui tient à l'interprétation évoquée tout à l'heure de l'arrêt de la Cour de cassation. Puisqu'en effet, si la Cour de cassation a voulu dire dans son arrêt, et pour l'instant, en fait, on n'en sait rien, on en saura peut-être plus au fur et à mesure de l'évolution de la jurisprudence. Donc, si la Cour de cassation a voulu dire que l'opposition d'un seul participant suffit pour bloquer ce type de réunion et imposer une réunion classique, on peut penser qu'elle jugera qu'il suffit qu'un seul dise non pour qu'on ne puisse pas organiser de réunion par visioconférence, même s'il y a un avis majoritaire qui aura été exprimé par voie de délibération ou dans le règlement intérieur. Peut-être qu'elle jugera que la clause du règlement intérieur qui prévoit la réunion par visioconférence est une clause qui serait contraire à un principe d'ordre public qui voudrait que l'opposition d'un seul aille contre l'avis de tous. Personnellement, je ne le pense pas, mais on sait que des délibérations ou des clauses de règlement intérieur peuvent être annulées par les juges. Donc, encore une fois, personnellement, je ne pense pas que cela irait contre un principe d'ordre public, mais je me dois quand même d'émettre cette réserve, puisqu'on ne sait pas encore comment il faut interpréter cet arrêt de la Cour de cassation. Ce qui m'amène aux erreurs à ne pas commettre et à leurs conséquences. Alors déjà, première erreur, et ça va de soi d'après ce que nous avons vu, il ne faut évidemment pas poursuivre une réunion que vous auriez organisée sans prévenir le comité d'entreprise par visioconférence et aller contre l'opposition d'un élu, puisque là, nous avons vu que c'est clairement une des conditions posées par la Cour de cassation. Ensuite, même si les élus sont d'accord sur le principe d'une telle réunion, il faut quand même l'utiliser à bon escient et il ne faut pas en abuser. Par exemple, il ne me semble pas opportun de l'utiliser ou pas systématiquement si vous avez des sites qui sont quand même peu éloignés ou qui sont distants de peu de kilomètres les uns des autres, ou bien si vous pouvez faire autrement. Ou bien encore, il me semble quand même assez inopportun d'organiser une réunion en visioconférence dans le seul but, ou en tous les cas, ça serait interprété comme ça par les syndicats, dans le seul but d'éviter une confrontation houleuse avec les élus, notamment organiser une réunion en visioconférence pour traiter d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Je pense que les élus n'apprécieraient pas du tout. Alors, je ne sais pas si ça serait jugé valable ou pas valable, on n'a pas vraiment de contentieux là-dessus, mais en tous les cas, dans le cadre du dialogue social, ça pourrait être très mal interprété. Enfin, la technique de la visioconférence ne doit pas être un prétexte pour ne plus assurer correctement votre rôle de président. Le rôle de président, il doit être assumé de la même manière qu'on soit dans une réunion classique ou en visioconférence, c'est-à-dire qu'il faut animer les débats de la même manière, il faut donner la parole aux participants régulièrement à chaque fois qu'ils la demandent, il faut aborder tous les sujets qui sont prévus dans l'ordre du jour, dans l'ordre prévu dans l'ordre du jour.
Il faut accorder les suspensions de séance quand elles sont demandées, et nous avons vu que là, il pourrait y en avoir plus. Et surtout, et c'est plus important, il faut donner les informations de manière aussi complète que possible et mener la consultation de la même manière que si on était en réunion classique. Parce que finalement, ce que les juges vont regarder, c'est pas tellement le procédé de la visioconférence, si le procédé est bon ou pas bon. Et c'est pareil d'ailleurs quand on est en réunion classique ou en visioconférence. Ce que les juges vont vérifier toujours, c'est au-delà des apparences, au-delà de ce qui aura marqué dans l'ordre du jour, c'est-à-dire consultation sur tel ou tel point, et au-delà de ce qui aura marqué dans le procès-verbal. Ce que les juges regardent toujours, c'est si oui ou non l'information qui était demandée a été donnée et si la consultation a bien été menée, c'est-à-dire si on a bien écouté les questions des élus, si on a répondu et si vraiment on a sollicité réellement un avis ou si on s'est contenté de mettre cette question à l'ordre du jour et que finalement on a passé la question en 5 minutes. J'attire votre attention sur ces erreurs à ne pas commettre car elles pourraient avoir quand même des conséquences très fâcheuses. D'abord, les délibérations prises au cours de la réunion pourraient être annulées. Il faudrait à nouveau les soumettre au vote, convoquer un nouveau comité et soumettre donc ces réunions au vote, ces délibérations au vote. S'il est jugé que la consultation ne pouvait pas être menée par visioconférence, le risque important est quand même de devoir suspendre le projet que vous aviez soumis au comité d'entreprise pour avis et le suspendre jusqu'à ce que le juge, éventuellement, considère que la consultation a été correctement menée, et donc, le cas échéant, dans le cadre d'une réunion classique. Et donc là, en cherchant à gagner du temps et à économiser un peu d'argent, vous pourriez perdre un temps précieux en mettant en suspens un projet qui vous tenait à cœur. Si d'aventure, vous poursuiviez le projet, alors même qu'on vous avait dit qu'on ne voulait pas de réunion par visioconférence, alors même qu'un juge aurait décidé que la visioconférence n'était pas possible dans ce cadre-là, et que donc vous poursuiviez quand même ce projet, ou bien que vous poursuiviez à faire votre idée à faire des réunions en visioconférence alors que la majorité des élus s'y opposent, vous pourriez éventuellement être poursuivi pour délit d'entrave. Je ne sais pas quelle serait la jurisprudence du tribunal correctionnel et de la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais en tous les cas, ce n'est pas à exclure. Enfin, s'agissant d'un licenciement d'un salarié protégé, même si on a vu que le vote à bulletin secret était admis, si vous organisez mal votre vote et si on estime que le caractère secret du vote n'a pas été respecté, ou bien si vous étiez passé outre l'avis de la majorité ou voire même d'un élu, là, les conséquences financières pourraient aller bien au-delà des économies que vous auriez réalisées par la visioconférence, puisqu'on connaît les conséquences vraiment très lourdes en cas d'annulation de licenciement d'un salarié protégé. Donc pour conclure, je dirais que cette avancée de la jurisprudence est évidemment une bonne chose. Les technologies évoluent et les règles de droit doivent s'adapter. Bon, c'est sûr, nous avons vu, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans la jurisprudence et donc on va attendre de savoir au fur et à mesure des litiges qui lui seront soumis ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence donc, va évoluer, on verra bien. La visioconférence, en tous les cas, doit rester une technique permettant de rendre des services aux uns et aux autres et ne pas devenir un moyen de contourner le dialogue social. C'est ce à quoi, à mon avis, les juges veilleront certainement. Et enfin, je vous dirais que pour maintenir un dialogue social de qualité, il me semble qu'il faut quand même se rencontrer de temps en temps pour échanger autour d'une table, surtout lorsque des sujets sensibles sont abordés. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition pour y répondre. Vous pouvez vous poser vos questions sur le cadran en bas à droite. Alors, j'ai une première question, je vous la lis. Il a été question de l'invalidité des votes des élus par visioconférence. Mais qu'en est-il de la présence d'un représentant de la direction en visioconférence? Est-ce que cela peut poser problème? Alors, je ne pense pas, bon, encore une fois, évidemment, on n'a que 2 arrêts de la Cour de cassation, on a vu ce qu'il en était. Je ne pense pas que cela devrait poser un problème, puisque qui dit visioconférence dit que chacun peut se trouver sur un site différent et que chacun se voit par l'intermédiaire de la visioconférence. On peut imaginer que la direction se trouve sur un site différent et ne voit pas du tout aucun des élus. C'est envisageable, même si c'est quand même assez rare qu'il n'y ait aucun élu dans le même établissement que la direction, mais cela ne me semble pas a priori poser de problème. Deuxième question. De même que l'enregistrement audio d'une réunion nécessiterait un accord par un vote majoritaire du comité, l'enregistrement vidéo du déroulement
d'une réunion en visioconférence nécessiterait-il, à votre avis, également un avis majoritaire de l'instance? Alors, en ce qui concerne l'enregistrement des réunions de comité d'entreprise, il faut un accord majoritaire et même contre l'avis de la direction d'ailleurs, si la majorité des élus veut faire enregistrer la réunion pour ensuite se décharger de la question de la prise de notes par exemple, on ne peut pas s'y opposer et il faut donc l'accorder. Donc l'enregistrement audio, ça ne pose pas de problème, même dans le cadre de la visioconférence, donc en faisant bien attention à ce qu'on entende bien ce qu'on dit. En revanche, l'enregistrement en gardant les images des uns et des autres, je ne suis pas sûre que ça soit admis, je ne suis pas sûre qu'on puisse garder les images des uns et des autres, si cette technique est possible d'ailleurs, ce que j'ignore, garder cela en archive, parce que cela n'apporte rien pour la rédaction du procès verbal. Troisième question, comment s'assure-t-on qu'il n'y a pas d'intrus invités par des élus sans notre avis? Eh bien, je crois que le mieux est en début de réunion, de filmer l'ensemble des participants autour de la table, que chacun se présente. Bon, de toute façon, chacun doit émarger, mais de faire par voie de webcam une vision d'ensemble pour voir qui est là et qui n'est pas là et de bien fermer la porte. Et de régulièrement d'avoir une vision d'ensemble de la table. De la même manière, d'ailleurs, quand on procède au vote au vote à main levée, et il faut bien voir qui vote et qui ne vote pas. Autre question, s'agissant de la téléconférence, j'ai assisté à des réunions au cours desquelles des membres du comité d'entreprise étaient présents au téléphone. Cette circonstance peut-elle rendre les consultations invalides? Je pense que oui, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la visioconférence est admise, ça c'est sûr, mais la téléconférence non. Le code du travail parle quand même de réunion. La technologie, c'est bien, mais enfin, à un moment donné, il faut quand même aussi se voir un minimum. Il faut quand même voir les expressions, les expressions de désapprobation. Il faut quand même avoir au minimum l'impression qu'on est dans la même salle, même si ce n'est pas le cas et ça reste virtuel. Donc je pense qu'une présence par téléphone ne vaut pas présence, puisque d'ailleurs, dans ces cas-là, on pourrait aussi l'admettre quand on est dans une réunion classique. On pourrait dire, ben moi, je n'ai pas pu venir, je vous parle par téléphone, on met le haut-parleur. Ce n'est pas admis, je ne vois pas trop pourquoi ça serait plus admis en visioconférence, mais bon, ce n'est qu'un avis et je n'ai aucune certitude là-dessus puisqu'il n'y a pas de contentieux. En cas de contestation devant les tribunaux des modalités de visioconférence, qui devrait porter les responsabilités de cette invalidité? Est-ce que ça serait l'entreprise ou bien le président du CE? Alors, en cas de contestation devant les tribunaux, en fait, ce qui va se passer, c'est que la délibération va être annulée. Donc, en réalité, tout le monde sera perdant. Donc, le premier perdant, c'est le chef d'entreprise qui aura voulu soumettre un projet au comité d'entreprise et qui donc va devoir suspendre son projet. En réalité, il n'y aura pas eu réellement de faute qui va entraîner une responsabilité et des dommages-intérêts, sauf si, à plusieurs reprises, le comité d'entreprise dit: «Moi, je ne veux pas me réunir en visioconférence», qu'on lui impose la visioconférence et qu'à ce moment-là, effectivement, là, c'est le seul chef d'entreprise qui impose et c'est lui qui pourrait être tenu pour responsable et même, encore une fois, éventuellement dans le cadre d'un délit pénal pour délit d'entrave. Alors, autre question, à votre sens, la visioconférence peut-elle être une solution à l'absentéisme en matière de participation aux réunions de CE? Oui, je pense vraiment que ça peut être une bonne solution, contre l'absentéisme puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas évident, pour de nombreuses personnes de s'absenter longtemps, que ce soit pour des raisons professionnelles parce qu'on a des choses urgentes à boucler ou que ce soit pour des raisons familiales parce qu'on ne peut pas s'absenter, trop longtemps et notamment, pas la veille. Ça peut être une bonne solution donc pour avoir des participants. Alors évidemment, on peut avoir certaines réticences. On peut imaginer certaines personnes qui justement ne vont pas participer à la visioconférence parce qu'elles n'ont pas spécialement envie d'être projetées en grand écran à chaque fois qu'elles parlent, qui n'oseront pas parler et qui donc peut-être ne viendront pas. Ou alors on peut imaginer que ces personnes viendront, que la première fois elles parleront pas et puis que finalement elles vont complètement s'habituer au procédé. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe aussi quand on enregistre les réunions. Au début, certaines personnes n'osent pas trop parler et puis finalement on oublie l'enregistrement. Bien là, je pense que ça peut être pareil. Au bout d'un moment, on oublie la caméra et puis on se comporte de la même manière. Alors une question de prospective, je vous la lis. La conjugaison du vote électronique et de modalités de la visioconférence pourrait-elle résoudre les éventuelles contestations en matière de secret du vote?
Pourquoi pas, mais c'est vrai que le vote électronique, alors on le voit, bien sûr, pour tout ce qui concerne, les élections et notamment les élections, au comité d'entreprise et là, quand la technique est bien au point et maintenant elle est bien au point, il n'y a pas de contestation du moment que le vote électronique est admis par voie d'accord collectif. Mais, là j'émets quand même une réserve parce que justement pour les élections, pour faire un vote électronique, il faut qu'il y ait un accord collectif avec les conditions de signature d'un accord collectif. Donc là, dans le cas d'une réunion de comité d'entreprise, sauf à l'avoir prévu par accord collectif, pourquoi pas? Oui, effectivement, là, le processus serait bien bordé, c'est-à-dire on aurait un accord collectif pour le vote électronique, on aurait un accord collectif pour la visioconférence lorsqu'on mettrait par exemple en place le comité central d'entreprise, et là, effectivement, vous prendriez assez peu de risques. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt, au revoir.